Certaines morts sont si inattendues qu'elles se produisent sous les yeux d'un public stupéfait. Que ce soit à la télévision en direct, lors d'un spectacle ou même pendant un live sur Internet, ces moments choquants sont capturés en temps réel, laissant les spectateurs sous le choc. Des accidents tragiques aux événements bouleversants, ce sont des instants qu'on n'oublie jamais. Dans cette vidéo, nous vous emmenons pour une heure des décès les plus troublants jamais filmés en direct. Le 15 juillet 1974, à Sarasota, en Floride, Christine Chubbuck, présentatrice de 29 ans pour VXLT TV, arriva au travail pour animer son émission habituelle, Suncoast Digest. Christine était reconnue comme une journaliste dévouée et professionnelle, passionnée par les histoires, axée sur la communauté qu'elle partageait avec son public. Née à Hudson, dans l'Ohio, elle avait travaillé dur pour bâtir sa carrière, étudiant à l'Université de Boston avant de rejoindre WXLT TV. Cependant, derrière ce succès professionnel, Christine traversait des luttes personnelles profondes. Depuis des années, Christine combattait une dépression sévère, un problème bien connu de ses proches, qui l'avait soutenue à travers des thérapies et des consultations. Malgré ses efforts, sa douleur intérieure restait irrésolue. Dans sa vie personnelle, elle se sentait souvent isolée. Au lycée, elle avait fondé avec humour un club des laissés-pour-compte pour les élèves sans rendez-vous galant, cachant ses insécurités derrière des plaisanteries. À 29 ans, elle était toujours célibataire, et sa mère notait que sa solitude avait un impact profond sur elle. Ce matin-là, Christine demanda que son émission en direct soit enregistrée, une démarche inhabituelle qui n'éveilla aucun soupçon parmi ses collègues. Elle écrivit ensuite un script pour son segment, adoptant un style plus formel que celui informel habituellement utilisé dans l'émission. Malgré cela, personne ne perçut de signes inquiétants dans son comportement. À 9h30, Christine prit place au bureau des présentateurs pour débuter l'émission en direct. Elle lut calmement les actualités, conservant son ton professionnel habituel. Une panne technique provoqua une courte interruption, laissant un moment de silence à l'antenne. Puis, fixant directement la caméra, elle fit une annonce saisissante. Quelques instants plus tard, Christine passa à l'acte. Dans la salle de contrôle, un silence incrédule s'installa alors que l'équipe tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Le directeur technique, Linford Ricard, crut d'abord à une blague de mauvais goût. Se précipitant dans le studio, il trouva Christine inconsciente à son bureau. La station interrompit immédiatement la diffusion et le personnel appela les secours. Christine fut transportée à l'hôpital mémorial de Sarasota où les médecins tentèrent de la sauver. Malgré leurs efforts, elle s'éteignit 14 heures plus tard. La nouvelle de l'incident se propagea rapidement, choquant profondément ses collègues, la communauté et la nation. Beaucoup se demandaient ce qui avait pu la pousser à agir ainsi en direct. Christine avait parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale. Son frère, Greg, révéla qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire, une condition qui lui posait de nombreux défis. Malgré sa franchise, ses amis et sa famille furent stupéfaits qu'elle puisse aller jusqu'à cet acte, et encore plus de manière publique. Sa mère confia qu'elle s'inquiétait depuis longtemps des sentiments d'isolement de sa fille, de ses difficultés à trouver l'amour et de la profonde tristesse qui l'accompagnait souvent. Quelques semaines avant sa mort, Christine avait montré un intérêt inhabituel pour des sujets délicats. Elle avait interrogé son directeur de station sur la couverture de certaines histoires et consulté les autorités locales au sujet de divers incidents. Bien que cela paraisse lié à des recherches professionnelles, ces actions passèrent inaperçues comme signe d'alerte. Une semaine avant l'événement, Christine avait fait une blague sombre à un collègue mentionnant qu'elle avait acheté une arme à feu. Ce dernier l'avait interprété comme de l'humour noir, mais cette remarque laissait entrevoir ses intentions. Christine avait soigneusement planifié cet instant. Après sa mort, la police découvrit le script qu'elle avait écrit pour l'émission du jour. Celui-ci détaillait les événements avec précision, comme si elle avait anticipé l'issue. Même dans ces derniers moments, le dévouement de Christine pour son travail transparaissait, elle avait rapporté cet événement avec la même exactitude qu'elle valorisait tant. La décision de Christine laissa derrière elle de nombreuses questions. Sa famille et ses collègues continuèrent de se demander pourquoi elle avait choisi un moyen aussi public pour exprimer sa douleur. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle voulait dénoncer le sensationnalisme qu'elle critiquait dans les médias ou qu'elle voyait cela comme le seul moyen de montrer l'étendue de ses souffrances. L'histoire de Christine a attiré une attention considérable et a même inspiré le film Network en 1976 qui explorait des thèmes similaires liés à la santé mentale et aux pressions dans l'industrie télévisuelle. Sa disparition tragique reste un rappel des luttes privées que beaucoup endurent souvent en silence. Pour Christine, cet acte reflétait une douleur profonde qui résonne encore aujourd'hui, incitant ceux qui l'ont connue à se demander si ces signaux auraient pu être perçus plus tôt. Le 27 janvier 2021, à Smolensk, en Russie,
Yuri Douchechkin, un homme de 60 ans affectueusement surnommé « grand-père » par les internautes, était une figure régulière de la chaîne YouTube controversée First Step on YouTube. Ce soir-là, il participait à un nouveau live stream sur cette chaîne tristement célèbre pour ses défis risqués et humiliants impliquant des personnes vulnérables. Tragiquement, ce direct allait être son dernier. Pendant le live stream, Yuri fut incité par l'animateur et environ 150 spectateurs à consommer une quantité dangereuse de vodka, environ 1,5 litre. Au fil de la diffusion, il s'effondra, son corps inerte restant visible à l'écran pendant un long moment. Lorsque les secours arrivèrent à son domicile, rue Udarnikov, il était déjà décédé. La chaîne, gérée par un homme de 39 ans connu sous le nom de GK, était tristement réputée pour organiser ce qu'on appelle des trash streams. Ces diffusions mettaient en scène des individus souvent en situation de précarité ou luttant contre des addictions, poussés à réaliser des défis dégradants ou dangereux en échange d'argent envoyé par les spectateurs. Ces défis allaient de la consommation excessive d'alcool à des épreuves physiques douloureuses. Plus l'acte était extrême, plus les dons affluaient. Yuri était un participant régulier de ces streams, occupant une place centrale sur la chaîne et gagnant l'affection des spectateurs qui l'appelaient « grand-père ». Mais au fil du temps, la pression pour réaliser des défis de plus en plus dangereux augmentait, alimentée par le désir d'attirer plus de spectateurs et de générer davantage de dons. Ce soir-là, Yuri fut mis au défi de boire une quantité excessive de vodka en direct. Tandis qu'il buvait, les spectateurs l'encourageaient et envoyèrent de l'argent pour le pousser à continuer. La soirée se déroulait comme à l'accoutumée dans un appartement en désordre, au son d'une musique forte et de discussions bruyantes. Mais plus il buvait, plus son état se détériorait. Son élocution devint confuse, ses gestes maladroits, et il semblait de plus en plus désorienté. Soudain, il s'effondra. La diffusion continua, montrant son corps inanimé au sol. Si certains spectateurs s'inquiétèrent dans le chat en direct, d'autres semblèrent indifférents, considérant cela comme un élément du spectacle. Les secours furent finalement appelés, mais à leur arrivée, Yuri ne répondait plus. Les médecins le déclarèrent mort sur place. Selon les premiers rapports, l'intoxication alcoolique serait la cause du décès, bien qu'une enquête ait été ouverte pour établir les circonstances exactes. L'événement choqua la communauté en ligne. De nombreux spectateurs exprimèrent des regrets et un sentiment de culpabilité, reconnaissant leur rôle dans l'incitation à sa consommation excessive d'alcool. D'autres dénoncèrent la chaîne et son animateur pour avoir exploité des personnes comme Yuri à des fins de divertissement et de profit. Les autorités russes réagirent rapidement. Le comité d'enquête régional ouvrit une affaire criminelle et inculpa les organisateurs pour homicide involontaire. L'enquête se concentra sur l'identification des responsables de cette diffusion mortelle. Les voisins de l'appartement servant de lieu de tournage dénoncèrent également les nuisances causées par ces live streams. Ils rapportèrent des années de tapage nocturne, de troubles liés à des visiteurs alcoolisés et de multiples plaintes restées sans réponse de la part des forces de l'ordre. La tragédie attira l'attention du sénateur russe Alexei Pouchkov, qui condamna fermement les trash streams et les qualifia de tendances dangereuses. Il plaida pour une interdiction de ces diffusions afin de protéger les individus vulnérables de l'exploitation à des fins lucratives. Pouchkov insista sur la nécessité d'adopter des lois pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Cet incident révéla le côté sombre de la culture Internet et la montée en popularité des trash streams. Si certains peuvent sembler inoffensifs, d'autres poussent les participants à se mettre en danger au péril de leur dignité et de leur vie. La mort de Yuri ne fut malheureusement pas un cas isolé. Des événements similaires avaient déjà eu lieu, suscitant des appels à un encadrement plus strict du live streaming. Les critiques estiment que des plateformes comme YouTube doivent assumer davantage de responsabilités dans la surveillance et la suppression des contenus nuisibles afin de prévenir d'autres drames. Le décès de Yuri Douchechkin a mis en lumière les dangers de l'exploitation des individus vulnérables à des fins de divertissement. Alors que l'enquête se poursuit, il est devenu évident que la culture toxique des trash streams doit être combattue avant qu'elle ne cause d'autres pertes humaines. Le 1er septembre 2019, à Las Berlanas, à Villa, en Espagne, Johanna Sainz Garcia, danseuse, chanteuse et chorégraphe de 30 ans, se produisait lors d'un festival local avec le Super Hollywood Orchestra. Connue pour son énergie et son dévouement à la danse, Johanna était un membre clé de son groupe. Le festival, qui se tenait à environ 130 km de Madrid, était un événement important. Près de 1000 personnes s'étaient rassemblées pour assister au spectacle de clôture. Johanna et sa troupe de 15 membres exécutaient une chorégraphie dynamique, agrémentée d'effets pyrotechniques.
Ces dispositifs produisant des étincelles avaient pour but d'ajouter une touche spectaculaire au show, une signature de la troupe. Alors que la performance atteignait son apogée vers 2 heures du matin, un dispositif pyrotechnique a explosé de manière inattendue, projetant des éclats métalliques dans les airs. L'un des fragments a atteint Johanna à l'abdomen. L'explosion a été soudaine, plongeant tout le monde dans la stupeur. Des images vidéo de l'événement montrent Johanna et ses collègues en train de danser alors que les étincelles commencent à jaillir. L'un des dispositifs situés à l'avant de la scène explose, provoquant la panique tandis que Johanna s'effondre. Ses coéquipiers se sont rapidement regroupés autour d'elle et la musique s'est arrêtée brusquement. Un médecin et 4 infirmiers présents dans le public se sont précipités sur scène pour lui prodiguer les premiers soins. Johanna, inconsciente, a reçu des soins d'urgence alors que l'équipe médicale tentait désespérément de stabiliser son état. Une ambulance est arrivée dans les 25 minutes, mais malgré tous les efforts des secouristes, ses blessures étaient trop graves. Johanna a été déclarée morte à l'hôpital d'Avila. La nouvelle de la mort tragique de Johanna s'est rapidement répandue, laissant les fans, les spectateurs et les habitants sous le choc. Ce qui avait commencé comme une fête joyeuse s'est transformé en une tragédie. La commune de Las Berlanas a rendu un hommage émouvant sur sa page Facebook officielle, présentant ses condoléances à la famille de Johanna et au Super Hollywood Orchestra. « Tu resteras dans nos cœurs », disait le message. Née en 1989 à Santander, dans la région de Cantabrie, Johanna avait montré une passion pour la danse dès son plus jeune âge. Son talent et son travail acharné ne sont pas passés inaperçus. En 2010, elle a commencé une formation professionnelle en danse. Selon son professeur, Johanna était toujours pleine d'énergie et de détermination. Elle est rapidement devenue la danseuse principale et chorégraphe du Super Hollywood Orchestra, une troupe combinant musiciens, chanteurs et danseurs pour offrir des performances dynamiques. L'orchestre utilisait des effets pyrotechniques dans ses spectacles depuis des années sans rencontrer de problème. Le promoteur du groupe, Isidoro Lopez, a précisé qu'ils avaient utilisé le même type de pyrotechnie pendant 5 ou 6 ans sans incident. Cette fois, cependant, quelque chose a mal tourné. Une enquête a révélé que le dispositif pyrotechnique aurait pu être mal rempli avec un matériau incorrect, provoquant l'explosion du boîtier métallique au lieu de produire un effet d'étincelle sécurisé. Les autorités locales et le conseil provincial d'Avila ont exprimé leurs condoléances et demandé une enquête approfondie pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Les hommages à Johanna ont continué d'affluer. Le promoteur du Super Hollywood Orchestra, Pronez un SL, a publié un message sur Facebook exprimant son chagrin. « Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Johanna. Johanna était une artiste et une personne exceptionnelle et son absence sera profondément ressentie. Nous ne t'oublierons jamais, Johanna. R.I.P. » La mort prématurée de Johanna a laissé un vide immense pour sa famille, ses amis et ses collègues. Ce qui devait être un festival vibrant et joyeux s'est terminé dans une profonde tristesse. La ville de Las Berlanas, le Super Hollywood Orchestra et tous ceux qui connaissaient Johanna pleurent la perte d'une artiste talentueuse partie bien trop tôt. Le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas, Lee Harvey Oswald, un ancien marine de 24 ans, se tenait près d'une fenêtre au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, un fusil à la main. En contrebas, des foules s'étaient rassemblées pour voir le cortège présidentiel de John F. Kennedy passer, inconscientes qu'elles allaient être témoins de l'un des moments les plus choquants de l'histoire américaine. À 12h30, 3 coups de feu retentirent. Le premier manqua sa cible, mais les deuxième et troisième atteignirent le président. Kennedy s'effondra sur la banquette arrière de sa décapotable, sa femme Jacqueline à ses côtés. Le gouverneur du Texas, John Connally, fut blessé, mais survécut. Kennedy fut transporté d'urgence à l'hôpital Parkland Memorial, où il fut déclaré mort à l'âge de 46 ans. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement, plongeant la nation et le monde dans la stupeur. Accusé d'avoir commis cet acte, Oswald avait vécu une vie compliquée et tumultueuse. Né à la Nouvelle-Orléans le 18 octobre 1939, il perdit son père avant sa naissance, laissant sa mère, Marguerite, élever seule ses fils. La famille déménagea fréquemment entre la Nouvelle-Orléans et New York. Adolescent, Oswald devint renfermé et s'intéressa aux idéologies socialistes et communistes, des convictions qui allaient le façonner son avenir. En 1956, Oswald rejoignit les Marines, où il montra des compétences en tir, mais fit souvent face à des problèmes disciplinaires. Son intérêt pour le communisme s'intensifia durant cette période, le conduisant à faire défection en Union soviétique en 1959. Il s'installa à Minsk, où il épousa Marina Prusakova, une Russe. Cependant, insatisfait de la vie en URSS, il retourna aux États-Unis avec sa famille en 1962. De retour en Amérique, le comportement d'Oswald devint de plus en plus inquiétant.
Il soutenait des mouvements pro-Cuba, acquit des armes à feu et tenta de s'en prendre à une personnalité publique de premier plan, le général Edwin Walker, en avril 1963, sans succès. Lors de la visite de Kennedy à Dallas, Oswald travaillait au dépôt de livres scolaires et aurait apporté son fusil au travail ce jour-là. Après les coups de feu, Oswald prit la fuite. Lorsque l'officier de police de Dallas J.D. Tippit le confronta, Oswald aurait réagi en état de légitime défense et réussi à s'échapper avant d'être appréhendé plus tard dans un cinéma voisin. La nation, avide de réponse, était loin d'en avoir fini avec cette affaire. Le 24 novembre 1963, alors qu'Oswald était transféré du quartier général de la police de Dallas à la prison du comté, des millions de téléspectateurs assistèrent en direct à un moment inattendu. Jack Ruby, propriétaire de nightclub local, s'approcha et tira mortellement sur Oswald devant les caméras. Oswald fut transporté à l'hôpital Parkland Memorial où il fut déclaré mort. Jack Ruby était une figure bien connue de la vie nocturne de Dallas et avait des liens avec les forces de l'ordre local. Né Jacob Rubenstein, Ruby gérait plusieurs clubs et avait une réputation complexe. Les raisons pour lesquelles il mit fin à la vie d'Oswald suscitèrent de nombreuses théories. Bien que Ruby ait affirmé avoir agi par profonde tristesse après la mort du président, beaucoup pensèrent qu'il cherchait peut-être à empêcher Oswald de révéler davantage sur les événements du 22 novembre. Le procès de Ruby en 1964 attira l'attention nationale. Son avocat, Melvin Belli, plaida que Ruby était mentalement instable, une stratégie de défense inhabituelle à l'époque. Des témoins, dont une ancienne petite amie de Ruby et un rabbin, décrivirent son trouble émotionnel avant et après l'incident. Malgré cette défense, Ruby fut reconnu coupable et condamné à mort. Sa condamnation fut plus tard annulée en appel et un nouveau procès lui fut accordé. Il fut diagnostiqué d'un cancer alors qu'il était encore en prison et mourut en 1967. Avec la disparition d'Oswald et de Ruby, de nombreuses questions restèrent sans réponse. La commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat, conclut qu'Oswald avait agi seul. Cependant, d'innombrables théories émergèrent au fil des années. Certaines suggéraient qu'Oswald aurait pu faire partie d'un complot plus vaste, impliquant le crime organisé, des agences de renseignement ou même des gouvernements étrangers. D'autres spéculèrent que les actions de Ruby pourraient avoir été motivées par autre chose que le chagrin. La nièce de Ruby suggéra plus tard que les actes de son oncle étaient motivés par un mélange de tristesse et de détresse émotionnelle et non par un complot complexe. Pourtant, la diffusion en direct des actions de Ruby l'inscrivit dans l'histoire comme l'homme qui mit fin à la vie d'Oswald, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette tragédie. Si Oswald avait survécu pour être jugé, il aurait peut-être partagé des détails qui auraient pu changer notre compréhension des événements entourant la mort de Kennedy. Cela aurait-il permis de dissiper certaines des théories du complot qui persistent encore aujourd'hui? Les événements de novembre 1963, impliquant la perte tragique de Kennedy et d'Oswald, continuent de susciter des débats et de nourrir la curiosité. Bien que le rapport de la commission Warren ait tenté d'apporter une conclusion, le mystère entourant ce jour à Dallas perdure, maintenant ce chapitre de l'histoire vivant. Nous sommes le 14 septembre 2020 à Aba, une région autonome tibétaine située dans la province du Sichuan, en Chine. Lamu, une blogueuse tibétaine de 30 ans, était devenue une personnalité très appréciée sur Internet, comptant plus de 780 000 abonnés sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Elle partageait des aperçus de la vie rurale tibétaine, se filmant souvent en train de cueillir des plantes sauvages dans la montagne, de préparer des repas traditionnels ou encore de chanter en playback sur des musiques populaires. Habillée en tenue traditionnelle tibétaine et choisissant de ne pas porter de maquillage, Lamu séduisait son public par son authenticité et sa simplicité, accumulant ainsi des millions de likes. Mais derrière cette image joyeuse en ligne, Lamu vivait une réalité bien plus sombre. Elle était victime de violences conjugales. En juin 2020, elle avait divorcé de son mari, Tang Lu, en raison de son comportement abusif. Pourtant, même après la séparation, Tang continuait de la harceler, insistant pour qu'elle revienne vers lui. Lamu refusait ses avances, sans se douter de l'horreur qui l'attendait. Le matin du 14 septembre, Lamu publia ce qui allait être sa dernière vidéo où elle chantait une chanson traditionnelle tibétaine. Plus tard dans la journée, elle démarra un live stream interagissant avec ses abonnés comme à son habitude. Soudainement, l'écran devint noir. Ce qui suivit fut effroyable. À l'insu des spectateurs, Tang Lu était entré chez Lamu, un seau de liquide inflammable à la main. Il l'a confronté, puis l'a immolé par le feu alors que le direct se poursuivait. L'écran restait noir, mais les cris de douleur de Lamu et les bruits de chaos étaient audibles. Des milliers de spectateurs écoutaient, impuissants.
Les voisins et des membres de sa famille accoururent pour l'aider, parvenant à éteindre les flammes avant d'appeler les secours. Transportée en urgence à l'hôpital, Lamou souffrait de brûlures sur 90% de son corps. Pendant 2 semaines, elle lutta dans d'atroces souffrances avant de succomber à ses blessures le 30 septembre 2020. L'annonce de son agression et de son décès provoqua une onde de choc en Chine et dans le reste du monde. Ses abonnés se mobilisèrent pour financer ses soins et envahirent sa page Douyin de messages de soutien et de deuil. Tang fut rapidement arrêté par les autorités et accusé d'homicide volontaire. D'après les rapports, son crime était un acte de vengeance après le divorce. En octobre 2021, Tang Lu fut jugé et condamné à la peine de mort. La Cour qualifia son acte d'une extrême cruauté et souligna son impact considérable sur l'opinion publique. La sévérité de la sentence reflétait la colère généralisée suscitée par la mort de Lamou et la question plus large des violences conjugales en Chine. Le décès de Lamou déclencha une vague d'émotions et de débats sur les réseaux sociaux comme Douyin et Weibo. Des millions d'internautes réclamèrent justice et des réformes, mais de nombreux messages furent censurés par les autorités. Des militants profitèrent de l'attention médiatique pour dénoncer les failles systémiques qui permettent aux violences domestiques de perdurer, notamment en zone rurale. Bien que la Chine ait criminalisé les violences conjugales en 2016, la loi comporte des lacunes, comme l'exclusion des couples de même sexe ou le manque de reconnaissance de certaines formes d'abus. Par ailleurs, les mentalités culturelles considèrent souvent ces violences comme des affaires privées, dissuadant les victimes de demander de l'aide. La police, elle aussi, hésite fréquemment à intervenir, laissant les survivantes sans protection. Pendant son mariage, Lamou avait signalé les abus qu'elle subissait, mais ses plaintes avaient été ignorées, considérées comme de simples querelles familiales. Ce manque de soutien l'avait laissée vulnérable, menant tragiquement à sa mort. Son cas illustrait les obstacles auxquels les femmes font face lorsqu'elles tentent de fuir une relation abusive. En 2020, la Chine a introduit une période de réflexion obligatoire de 30 jours pour les demandes de divorce. Les critiques estiment que cette mesure complique encore plus la séparation pour les victimes de violences, les piégeant dans des mariages dangereux. Les statistiques témoignent de l'ampleur du problème. Une enquête menée en 2013 par la Fédération des femmes de Chine révélait qu'une femme mariée sur 4 avait déjà subi des violences conjugales. Le phénomène est encore plus répandu dans des régions rurales comme Aba, où les traditions patriarcales sont dominantes. Après la mort de Lamou, ses fans et des militants lui ont rendu hommage à travers des campagnes en ligne. Son compte Douyin est devenu un lieu de recueillement où ses abonnés partagent ses anciennes vidéos et expriment leur tristesse. Certaines de ses publications les plus populaires, mettant en avant la beauté de la vie rurale tibétaine, ont connu un regain de viralité après son décès. Malgré une forte censure, l'histoire de Lamou a permis d'ouvrir un débat essentiel sur les violences conjugales et l'efficacité du système juridique chinois. De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer des sanctions plus sévères contre les agresseurs et un meilleur accompagnement des victimes. Dans certaines régions, des initiatives locales ont été mises en place. Par exemple, la ville de Yiwu a créé une base de données permettant aux citoyens de vérifier si leur partenaire a déjà été condamné pour violences domestiques. Bien que ces avancées soient encourageantes, les défenseurs des droits des femmes insistent sur la nécessité de réformes plus profondes. Lamou incarnait la résilience et l'authenticité. Son destin tragique a mis en lumière les difficultés rencontrées par les survivantes de violences conjugales. Son histoire continue d'inspirer un combat pour plus de sécurité et d'égalité, perpétuant ainsi son héritage. Le 17 avril 1987, à l'Université de Californie à San Diego, Dick Shawn, un humoriste de 63 ans, était en plein spectacle. Connu pour son humour décalé, Shawn faisait rire les foules depuis plus de 35 ans, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur scène. Ce soir-là, il offrait une performance typique de son style comique, captivant son public. Mais la soirée allait prendre une tournure tragique. En plein milieu d'un sketch, après une réplique qui avait fait éclater de rire l'audience, Shawn s'est soudainement effondré. Il a chuté vers l'avant, se frappant la tête sur la scène. Au début, les spectateurs ont cru que cela faisait partie de son numéro, persuadés qu'il jouait la comédie. Mais au bout de quelques minutes, les rires ont laissé place à l'inquiétude et à la confusion. Quelque chose n'allait pas. Un membre de l'équipe technique est monté sur scène pour vérifier son état, le secouant pour tenter de le réveiller, mais Shawn restait immobile. C'est à ce moment-là que le public a compris que ce n'était pas un effet de mise en scène. Un médecin présent dans la salle est rapidement monté sur scène pour lui porter secours. Les ambulanciers, arrivés peu après,
ont réussi à détecter un faible pouls et ont transporté Shaun en urgence au Scripps Memorial Hospital. Malheureusement, malgré tous les soins prodigués, il a été déclaré mort à 21h55. La cause du décès a été identifiée plus tard comme une crise cardiaque. Né Richard Schulfand le 1er décembre 1923 à Buffalo, il a grandi à Lackawanna où sa famille possédait un magasin de vêtements. Pendant le lycée, il se concentrait sur le sport et avait même signé un contrat avec les White Sox de Chicago. Cependant, avant de pouvoir jouer pour eux, il a été appelé sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est durant son service militaire qu'il a découvert son talent pour la comédie en se produisant dans des spectacles de l'USO pour divertir les troupes. Après la guerre, il a fréquenté l'université de Miami, où il a remporté un concours de talent, ce qui l'a conduit à New York. Bien qu'il n'ait pas gagné gros, lors de sa première apparition télévisée dans Arthur Godfrey Talent Scouts, cette expérience l'a convaincu de rester à New York pour se consacrer à la comédie. Il a commencé à se produire dans des clubs, attirant l'attention du réalisateur Harry Wagstaff Gribble, qui lui a offert son premier rôle professionnel dans une pièce de théâtre. Ses prestations dans le vaudeville et les clubs de nuit l'ont rendu populaire, et il a rapidement été invité à des émissions télévisées comme The Ed Sullivan Show et The Tonight Show. En 1955, Shaun gagnait $1 500 par semaine en se produisant au Palace Theatre de New York aux côtés de Betty Hutton. Son succès grandissant sur scène l'a conduit à des rôles au cinéma, où il incarnait des personnages excentriques et mémorables. L'un de ses rôles les plus connus reste celui dans le film culte The Producers de Mel Brooks, où il jouait un acteur hippie incarnant Hitler dans une comédie. Le succès inattendu de ce film a mis en lumière le talent unique de Shaun pour mélanger satire et humour, faisant de lui un favori du public. Shaun a également marqué Broadway, apparaissant dans des productions comme The Egg et A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. L'humour de Shaun ne plaisait pas à tout le monde. Il n'hésitait pas à se moquer de célébrités comme Frank Sinatra et son Rat Pack. Certains trouvaient ses blagues sur Dean Martin ou Sammy Davis Jr. trop acerbes. Mais Shaun refusait d'édulcorer son matériel, convaincu que s'il se souciait de ne pas offenser, il ne pourrait plus monter sur scène. Son style d'humour, excentrique et anticonformiste, le distinguait des autres humoristes. Connu pour ses spectacles en solo imprévisible, il mêlait comédie, sketch, musique et pantomime. Ses performances avait souvent une touche surréaliste, comme dans son célèbre spectacle intitulé The Second Greatest Entertainer in the World. Pendant ces spectacles, il lui arrivait même de rester immobile sur scène durant l'entracte, ajoutant une touche étrange mais mémorable à ses prestations. Ce soir tragique de 1987, la vie de Dick Shaun a été brutalement interrompue alors qu'il faisait ce qu'il aimait le plus. Sa mort soudaine a bouleversé ses fans et rappelé de manière poignante l'imprévisibilité de la vie. Il laisse derrière lui 4 enfants issus d'un précédent mariage et un héritage de rires et de performances inoubliables. C'était une journée d'été à Kuzhou, en Chine, le 20 juillet 2021. Xiao Qumei, une opératrice de grue de 23 ans, venait de terminer son service sur un chantier de construction dans la province du Zhejiang. Elle se démarquait dans son domaine, notamment par sa silhouette menue et sa forte présence, mais aussi par sa capacité à jongler entre un métier exigeant et l'éducation de ses 2 jeunes enfants. Sur Douyin, où elle partageait des vidéos de son quotidien et de son travail, elle avait rassemblé plus de 100 000 abonnés, offrant à son public un aperçu rare du monde des opérateurs de grue. Ce soir-là, avant de quitter le chantier, Xiao décida d'enregistrer une dernière vidéo. Toujours souriante et dynamique, elle aimait partager des images depuis la cabine de sa grue, brisant ainsi les stéréotypes dans une profession largement dominée par les hommes. En s'adressant à la caméra, elle apparaissait radieuse et pleine de vie, comme toujours dans ses vidéos. Vers 17h40, la plupart des ouvriers avaient déjà quitté le site, laissant l'endroit calme, à l'exception de quelques membres du personnel encore présents. Xiao filmait en parlant et en dansant, mais soudain quelque chose tourna terriblement mal. L'image devint floue, montrant des équipements de grue défilant rapidement, accompagnés d'un cri perçant, le cri de Xiao. Des témoins rapportèrent qu'elle avait chuté de 50 mètres, s'écrasant au sol. Les secours arrivèrent rapidement, mais elle fut déclarée morte sur place. Selon certains rapports, elle tenait son téléphone au moment de la chute, ce qui a conduit à des spéculations sur une possible distraction due au tournage de la vidéo. Cependant, sa famille réfuta fermement cette hypothèse, affirmant qu'elle était toujours professionnelle et qu'elle rangeait son téléphone dans son sac pendant ses heures de travail. Selon eux, la chute était un tragique accident, Xiao ayant manqué une marche en descendant de la grue. L'annonce de sa mort bouleversa ses abonnés et la communauté en ligne. Beaucoup eurent du mal à accepter qu'une personnalité aussi pétillante puisse disparaître si brutalement.
Certains internautes partagèrent même la vidéo de sa chute, suscitant un vif débat sur l'éthique de la diffusion de telles images sensibles. Sa famille, profondément attristée, organisa des funérailles privées selon les traditions locales. Ses cendres furent déposées sur une petite table sous un parapluie, un adieu simple mais chargé d'émotion. Les autorités locales de Jiangshan confirmèrent l'incident et ouvrirent une enquête pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité du travail avaient eu lieu. Aucune autre information officielle ne fut publiée. Cette tragédie relança les préoccupations concernant la sécurité dans les métiers à haut risque et l'impact des réseaux sociaux sur la vie personnelle et professionnelle. L'ascension de Xiao Qiumei sur Internet reposait sur son talent à créer du lien avec son public en partageant son quotidien de façon authentique et accessible. Ses vidéos mettaient en lumière le rôle crucial des opérateurs de grue et donnaient à ses abonnés l'impression de faire partie de son univers. Malgré l'affirmation de sa famille selon laquelle sa mort était purement accidentelle, certaines discussions en ligne s'attardèrent sur les dangers encourus par les influenceurs qui jonglent entre création de contenu et activités quotidiennes. Des comparaisons furent même faites avec des accidents similaires, notamment la mort de Sophia Xiong, une influenceuse Instagram décédée en tombant d'une cascade alors qu'elle posait pour une photo plus tôt ce mois-là. L'histoire de Xiao devint un rappel tragique de la rapidité avec laquelle une vie peut basculer. Tandis que ses abonnés pleuraient la perte d'une figure inspirante, sa famille devait faire face à l'immense chagrin de perdre une fille, une mère et une épouse bien-aimée. C'était le matin du 26 août 2015 à Roanoke, en Virginie. Pour les téléspectateurs de WDBJ7, il semblait s'agir d'une émission normale. La journaliste Alison Parker, 24 ans, et le caméraman Adam Ward, 27 ans, menaient une interview en direct avec Vicki Gardner, directrice locale de la Chambre de commerce, sur les rives pittoresques du lac Smith Mountain à Moneta, en Virginie. Alison était connue pour son esprit dynamique et son engagement envers le journalisme, tandis qu'Adam était apprécié pour sa vision positive et ses fiançailles récentes avec une collègue. Ensemble, ils formaient un duo prometteur. Cependant, cette émission de routine a rapidement tourné au drame. Vers 6h45, alors qu'Alison était en pleine interview avec Vicki Gardner, un homme vêtu de noir s'approcha par derrière. L'émission, jusque-là paisible, fut brusquement interrompue par des bruits forts et inattendus plongeant la scène dans le chaos. L'assaillant, identifié plus tard comme Westerly Flanagan, avait ouvert le feu. La scène fut diffusée en direct, choquant les téléspectateurs avant que l'émission ne soit interrompue. Vicki Gardner, blessée, s'est immobilisée au sol pour tenter d'éviter d'autres blessures. Elle a survécu après une intervention chirurgicale d'urgence. Tragiquement, Alison et Adam n'ont pas survécu. Alison est décédée presque instantanément, tandis qu'Adam a succombé peu après. Les téléspectateurs et la rédaction, sidérés, ont eu du mal à comprendre ce drame. Par la suite, l'équipe de WDBJ7 a découvert que l'assaillant était un ancien collègue. Westerly Flanagan, également connu sous le nom de Bryce Williams, avait travaillé comme journaliste pour WDBJ7 avant de quitter l'entreprise en 2013. Connu pour ses conflits fréquents et son comportement instable, il avait été renvoyé après de nombreuses disputes. Au fil du temps, Flanagan avait nourri une rancune envers Alison et Adam. Dans un manifeste, il a exposé des griefs à leur encontre, bien que ces accusations se soient révélées infondées. Une enquête a également montré que Flanagan avait un historique similaire de conflits dans ses emplois précédents, ce qui avait entraîné d'autres licenciements. Après l'incident, Flanagan s'est enfui dans une voiture de location. Quelques heures plus tard, il a publié des vidéos de l'attaque sur les réseaux sociaux, ce qui a intensifié la douleur des familles et des proches des victimes. Il a également posté des messages tentant de justifier ses actes, mais les enquêteurs ont conclu que ses motivations étaient enracinées dans des luttes personnelles de longue date plutôt que dans un incident spécifique impliquant Alison ou Adam. La police a localisé la voiture de Flanagan sur l'autoroute, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, il a eu un accident. Dans ses derniers instants, il a mis fin à ses jours, laissant une communauté dévastée par ses actes. Les décès d'Alison et Adam ont eu un impact puissant non seulement sur WDBJ7, mais également à travers tout le pays. Jeff Marks, directeur général de WDBJ7, a exprimé le profond chagrin de la station, soulignant l'affection que l'équipe portait à Alison et Adam et la tristesse immense ressentie par toute l'organisation. Un hommage a été rendu à Alison et Adam en présence de leurs familles, amis et collègues. Melissa Ott, la fiancée d'Adam qui avait assisté à l'événement depuis la salle de contrôle, était profondément affectée. Ils avaient prévu un avenir ensemble, tragiquement interrompu. Le père d'Alison, Andy Parker, a exprimé sa douleur en décrivant sa fille comme sa lumière brillante et éclatante. Déterminé à agir, il a milité pour réduire la diffusion de contenus nuisibles sur les réseaux sociaux.
Monsieur Parker s'est battu pour que les vidéos de l'événement soient retirées des plateformes. Monsieur Parker a déposé des plaintes auprès de la Commission fédérale du commerce contre des plateformes comme YouTube et Facebook, les tenant responsables d'avoir permis la diffusion de tels contenus. Il a soutenu que ces entreprises avaient le devoir de protéger les familles du traumatisme de voir ces images partagées à répétition. En 2021, M. Parker a poursuivi son engagement, appelant à de nouvelles lois pour tenir les entreprises de réseaux sociaux responsables de la gestion des contenus violents. Il a insisté sur le fait que publier des contenus violents n'était pas une liberté d'expression, mais une source de souffrance, soulignant l'importance de renforcer la réglementation pour protéger les autres de douleurs similaires à l'avenir. Le 23 mai 1999, à Kansas City, dans le Missouri, Owen Hart, un lutteur canadien très apprécié, se préparait pour une cascade à la Kemper Arena. Connu sous le nom de The Blue Blazer par ses fans, il devait faire une entrée spectaculaire dans le ring depuis les hauteurs de l'arène. Malheureusement, la cascade a tourné au drame. Owen Hart est né le 7 mai 1965 dans une famille de lutteurs, le plus jeune de 12 enfants. Ses parents, Stu et Ellen Hart, étaient réputés pour leur promotion de lutte, Stampede Wrestling. Ayant grandi dans cet environnement, Owen, comme beaucoup de ses frères et sœurs, s'est naturellement tourné vers la lutte et a rapidement gagné en notoriété, devenant l'un des meilleurs lutteurs de son époque. Bien que la lutte occupait une grande partie de sa vie, Owen était également très dévoué à sa famille. Marié à Martha, il était le père de 2 enfants, Oj et Athena. Owen avait des projets de retraite anticipés afin d'économiser de l'argent et de passer plus de temps avec sa famille. Le monde de la lutte a été plongé dans le choc et le deuil. Le lendemain, la WWE a diffusé un épisode spécial hommage de Raw is War. L'ambiance habituellement dynamique du show a laissé place à une solennité pesante, marquée par une salve de 10 coups de cloche en son honneur. Jim Ross, annonceur de la WWE, a partagé des souvenirs d'Owen et adressé ses respects. Pour sa famille, la mort d'Owen a été une perte inimaginable. Sa femme, Martha, s'est retrouvée seule à élever leurs 2 enfants. Le mois de mai, qui inclut l'anniversaire d'Owen et l'anniversaire de son décès, est devenu une période difficile pour Martha, qu'elle décrit comme un rappel douloureux de sa perte. Dans les années qui ont suivi, Martha a transformé sa douleur en action. En novembre 2000, elle a conclu un accord avec la WWE et Vince McMahon pour un montant de 18 millions de dollars. Elle a utilisé ces fonds pour créer la Owen Hart Foundation, OHF, destinée à aider les familles dans le besoin en proposant des programmes d'accès à la propriété, des bourses d'études et d'autres formes de soutien. Au fil des ans, la fondation a élargi son champ d'action, collaborant avec des organisations comme Amnesty International et apportant une aide internationale à des pays tels que le Népal et l'Ukraine. La fondation a permis à Martha de transformer la mort d'Owen en quelque chose de positif. Les événements caritatifs de la Fondation ont rencontré un grand succès, attirant des célébrités telles que Jerry Seinfeld, Ringo Starr et Robin Williams. Martha a également poursuivi sa carrière, obtenant un doctorat en psychologie sociale et développementale à l'université de Cambridge. Elle travaille aujourd'hui à l'hôpital pour enfants d'Alberta, où elle aide les parents confrontés à la pauvreté et aux problèmes de santé mentale. Les enfants d'Owen ont également accompli de grandes choses. Oj, aujourd'hui âgé de 32 ans, parle 5 langues et termine un doctorat en droit de l'homme. Athena, 29 ans, a étudié le journalisme et l'assistance vétérinaire et milite pour les droits des animaux en Australie. L'héritage d'Owen dans le monde de la lutte reste fort. Chris Jericho, un ancien champion du monde, le cite comme une grande influence et un pionnier ayant combiné différents styles de lutte issus de plusieurs pays. Bien que la carrière d'Owen soit moins visible en raison des droits de la WWE et du refus de Martha de collaborer avec la compagnie, son héritage a trouvé un nouveau foyer à l'All Elite Wrestling, AEW. AEW s'est associé à Martha pour créer le Owen Hart Foundation Tournament et la Owen Hart Cup, rendant hommage à Owen à travers des tournois à élimination et de nouveaux produits dérivés, tels qu'une figurine et une place dans le jeu vidéo AEW Fight Forever. Martha a exprimé sa gratitude envers AEW pour leur respect sincère de l'héritage d'Owen. Elle s'est dite soulagée de voir son mari être honoré, non seulement comme un lutteur, mais aussi comme une personne exceptionnelle. Dans un tragique accident, la vie d'Owen Hart a été interrompue prématurément, mais son impact perdure à travers la Owen Hart Foundation, qui continue d'aider les autres et de s'assurer que son nom soit associé à des actions positives. Le 16 mai 2024, à Suffolk, en Virginie, Raleigh Freeman III, plus connu sous le nom de scène de Rilo Henshaw, était un jeune rappeur talentueux de 17 ans avec de grands rêves dans l'industrie musicale.
Connu pour son énergie sur scène et sa fanbase grandissante, 28 700 abonnés sur Instagram et près de 700 auditeurs sur Spotify, Reylo était en pleine ascension. Ce soir-là, il diffusait une vidéo en direct depuis chez lui, un moment banal destiné à ses fans. Mais ce qui avait commencé comme une simple session s'est transformé en un drame bouleversant. Pendant le live stream, Reylo manipulait une arme de poing, un accessoire qu'il utilisait fréquemment dans ses publications. Cette arme en particulier était équipée d'un viseur laser vert et d'une lampe torche. Il la brandissait avec désinvolture et semblait même en désactiver le cran de sécurité. Puis, dans un excès de confiance, il a pointé l'arme sur sa tête, a prononcé une phrase audacieuse et a appuyé sur la détente. Un coup de feu retentit violemment et le direct s'interrompit brutalement lorsque le téléphone tomba au sol. Au début, beaucoup de spectateurs crurent à une mise en scène ou à une blague. Mais la réalité s'imposa rapidement, Reylo s'était accidentellement tiré dessus. Les secours arrivèrent rapidement et le transportèrent à l'hôpital, mais malgré tous les efforts déployés, il succomba à sa blessure. Les autorités confirmèrent qu'il s'agissait d'un tir accidentel auto-infligé. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc dans sa communauté et bien au-delà. Sa mère, Monica Savage, fut anéantie par la perte de son fils unique. Mère célibataire dévouée, elle raconta en larmes dans une interview le moment où elle l'avait découvert, exprimant son immense douleur et son désir déchirant de le revoir. Un cousin de Reylo lança une campagne GoFundMe pour financer les frais funéraires, mettant en avant les difficultés financières de la famille et l'amour inconditionnel de Monica pour son fils. La campagne reçut un large soutien, avec de nombreux dons envoyés pour aider la famille endeuillée. Au lycée de Reylo, son décès eut un impact profond sur les élèves et les enseignants. Une professeure, Cara Dorsey, partagea ses émotions en ligne, encourageant ses élèves à honorer la mémoire du jeune rappeur en poursuivant leurs rêves. Elle exhorta également la communauté à apporter son soutien à la famille durant cette épreuve. Pour lui rendre hommage, ses proches organisèrent un lâcher de ballons. Des photos de la cérémonie montrèrent famille et amis envoyant des ballons colorés dans le ciel, un dernier adieu à une vie pleine de promesses. Ce drame souleva de nombreuses questions sur la sécurité des armes à feu. Les autorités enquêtent sur la manière dont Reylo s'est procuré cette arme, pourquoi elle était chargée et comment elle était accessible. La vidéo du direct suscita aussi la controverse, certains doutant de son authenticité. Mais les faits furent confirmés. L'événement s'était bien déroulé en temps réel, rendant la tragédie encore plus bouleversante. Reylo était en train de se faire un nom dans la musique avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée. Ses morceaux comme Money-Getta, Backtalk et DOA reflétaient une certaine réalité de la rue, mais montraient aussi son talent et son lien avec son public. Son profil Spotify, affichant une photo de l'actrice Mia Goth, témoignait de sa créativité et de sa personnalité unique. Sa mort a également mis en lumière les dangers de la mauvaise manipulation des armes, en particulier chez les jeunes. Les statistiques révèlent que chaque année, de nombreux adolescents perdent la vie dans des accidents similaires, souvent auto-infligés. Des experts insistent sur l'importance du stockage sécurisé des armes et de la sensibilisation aux risques pour éviter de tels drames. Kelly Drain, une directrice de recherche, souligna que de simples mesures de sécurité pourraient sauver des vies et exhorta les communautés à adopter de meilleures pratiques. La disparition de Reylo laisse un immense vide dans sa famille, son école et son entourage. Sa mère, ses fans et ses amis continuent de pleurer sa perte, se raccrochant aux souvenirs et à la musique qu'il a laissée derrière lui. Son talent et son ambition resteront gravés dans les esprits, rappelant l'importance de la prudence et de la responsabilité. C'était un vendredi ordinaire de fin septembre 2012 près de Phoenix en Arizona, lorsqu'une poursuite à grande vitesse diffusée en direct a tourné au drame. Les téléspectateurs de Fox News ont assisté à un événement choquant en temps réel. Au centre de cette poursuite se trouvait Jodon Frank Romero, un résident de Phoenix âgé de 33 ans, avec un lourd passé criminel. Romero avait un historique marqué par de nombreuses accusations, allant de la possession de drogue à des agressions. Sa vie avait été empreinte de difficultés et de tragédies. Il avait vu son frère mourir à 16 ans, perdu son père d'un cancer peu après et assisté à la mort violente de sa mère et de son beau-père lors d'une invasion de domicile à l'âge de 20 ans. Avec le temps, ses actions étaient devenues de plus en plus dangereuses, bien que personne ne s'attendît à ce qui allait se produire ensuite. Le 28 septembre 2012, vers 10h45, Romero tenta de voler une voiture à Avalos Hernandez dans un parking de Denny's à Tonopah. Menaçant Hernandez avec un Glock 45, il exigea les clés de la voiture.
Terrifié, Hernandez les lui remit et alerta la police depuis le restaurant pendant que Romero s'éloignait à bord de la voiture volée, déclenchant une poursuite à travers le désert de l'Arizona. La police de Phoenix se mobilisa rapidement pour le suivre. D'abord, ils le poursuivirent directement, mais la conduite imprudente de Romero les obligea à adopter une approche plus sécurisée, utilisant des voitures banalisées et un hélicoptère pour le suivre à distance. Peu après, Fox News commença à diffuser la poursuite, utilisant les images de leur affilié local à Phoenix. Les actions de Romero devinrent de plus en plus intenses. Il tira depuis la voiture en mouvement, visant même l'hélicoptère qui le suivait. Les policiers, préoccupés par la sécurité publique, tentèrent d'éviter une confrontation directe. Près de la 44e avenue et de Roosevelt, il tira sur des officiers en civil sur le bord de la route. Bien que des balles aient touché un de leurs véhicules, les agents s'en sortirent indemnes. Romero poursuivit sa route, apparemment déterminé à ne pas s'arrêter. Finalement, près de la 500e avenue, il quitta l'autoroute et sortit de la voiture. Un officier tira un coup de feu qui le manqua et Romero s'enfuit à pied. Ce qui se produisit ensuite fut choquant et tragique, diffusé en direct devant des millions de téléspectateurs. Romero s'arrêta, sembla désorienté, puis plongea une main dans sa veste pour en sortir une arme. Il la pointa sur le côté de sa tête et, dans un moment soudain et perturbant, mit fin à ses jours. Le flux vidéo de Fox News captura l'incident, horrifiant les téléspectateurs ainsi que l'animateur Shepard Smith. Smith, qui commentait la poursuite, fut bouleversé par ce qui venait de se passer à l'écran. Bien qu'un délai de diffusion ait été prévu pour éviter ce type de scène, il échoua, permettant à tout de passer en direct. Smith s'excusa par la suite, expliquant que l'équipe avait tenté d'empêcher un tel incident, mais qu'une grave erreur avait conduit à la diffusion. La réaction publique fut rapide et virulente. Des téléspectateurs indignés critiquèrent Fox News sur les réseaux sociaux, dénonçant le manque de précaution face à une scène aussi perturbante. Michael Clemente, vice-président exécutif de Fox, présenta des excuses officielles, attribuant cet échec à une erreur humaine. Les conséquences de cette diffusion furent de profondes et très personnelles pour la famille de Romero. Ses 3 enfants, âgés de 9, 13 et 15 ans, apprirent l'incident à l'école. Poussés par la curiosité et l'inquiétude, ils cherchèrent la vidéo en ligne et furent horrifiés de découvrir que l'homme dans la vidéo était leur père. Ce traumatisme eut des effets durables sur eux. Leur mère, Angela Rodriguez, intenta plus tard une action en justice contre Fox News, affirmant que ses enfants avaient subi une détresse émotionnelle sévère, incluant des symptômes de stress post-traumatique. Cependant, l'affaire fut rejetée, le tribunal estimant que Fox News était protégé par le premier amendement. La sœur de Romero, Nature, intenta également une action en justice contre la chaîne, invoquant une détresse émotionnelle causée par la diffusion. Son affaire fut également rejetée par le tribunal. Cet incident non seulement laissa les enfants de Romero profondément marqués, mais il déclencha aussi un débat national sur les responsabilités des médias lors de diffusion en direct. Bien que Fox News ait exprimé ses regrets, la diffusion marqua les esprits et souleva des questions sur les pratiques éthiques dans les médias. Le 5 janvier 1996, à la Metropolitan Opera House de New York, la compagnie d'opéra inaugurait The Macropulos Case, une œuvre racontant l'histoire d'une femme possédant le secret de la vie éternelle. Richard Versal, un ténor vétéran de 63 ans, incarnait Vitek, un vieux greffier. Dans sa scène d'ouverture, Versal, perché sur une échelle de 6 mètres, prononça la phrase « Dommage que l'on ne puisse vivre si longtemps ». Quelques instants plus tard, il perdit l'équilibre et s'écrasa sur la scène. Au départ, le public pensa qu'il s'agissait d'un élément de la mise en scène. Mais lorsque Versal resta immobile, la réalité devint évidente. Le spectacle fut interrompu et le directeur général du Met, Joseph Volpe, fit déclencher l'alarme incendie pour évacuer les spectateurs. Versal fut transporté en urgence à l'hôpital St. Luke's Roosevelt, mais il fut malheureusement déclaré mort à son arrivée. Cet événement choquant plongea le monde de l'opéra dans la stupeur. Mais comment Richard Versal, un chanteur d'opéra respecté, en était-il arrivé à une fin aussi soudaine et tragique ? Né le 3 décembre 1932 à Muskegon, dans le Michigan, Versal avait construit une carrière stable bien que peu connue du grand public. Son chemin vers l'opéra ne fut pas conventionnel. Il servit dans la marine, travaillant dans la branche des sous-marins, occupa divers emplois comme technicien de laboratoire et vendeur de produits chimiques, tout en étudiant le chant en parallèle. Ce n'est qu'à la quarantaine qu'il décida de se lancer professionnellement dans l'opéra, s'installant à Chicago pour poursuivre son rêve. À 45 ans, Versal fit ses débuts à la Chicago Lyric Opera, où il se fit remarquer pour sa voix de ténor puissante, caractérisée par son endurance et sa teinte argentée.
Au fil du temps, il gagna la réputation d'endosser des rôles exigeants, tant sur le plan physique que vocal, notamment dans Othello de Verdi et Tristan, un Isolde de Wagner. Versal se produisit dans des lieux prestigieux en Europe, notamment au Bayreuth Festspiel et dans des opéras de Vienne, Tokyo, Sydney et Gênes. Malgré son succès à l'étranger, Versal dut affronter de nombreux défis. Il traversa un divorce douloureux et vécut la perte déchirante d'un de ses enfants en 1991. Toutefois, il resta dévoué à son art et à sa famille. En 1988, il se remaria et s'installa à Hendersonville, en Caroline du Nord, avec sa seconde épouse, Alexis Dardenne, et leur fille, Tess, qui n'avait que 11 ans lorsque son père décéda. Versal travailla dur pour se faire un nom aux États-Unis et, en 1995, ses efforts furent récompensés lorsqu'il obtint un rôle principal au prestigieux Metropolitan Opera. Sa performance dans Rise and Fall of the City of Mahogany lui valut des critiques élogieuses, et sa carrière semblait enfin être reconnue dans son pays natal. Lorsqu'il fut choisi pour incarner Vitek dans The Macropulos Case, cela marqua un sommet dans sa carrière. Bien que le rôle fût mineur, il représentait une étape importante pour Versal, qui y voyait un nouveau jalon. Cette soirée fut aussi sa dernière. Bien que son agent ait initialement nié que Versal souffrait de problèmes de santé, l'autopsie confirma qu'il avait subi une crise cardiaque, ce qui avait causé sa perte d'équilibre et sa chute de l'échelle. Selon Peter Clark, porte-parole du Met, l'échelle ne présentait aucun défaut et était solidement fixée au décor. La crise cardiaque, et non l'équipement, fut identifiée comme la cause de l'accident. La vie de Richard Versal fut marquée par des triomphes et des tragédies. Il affronta de nombreuses épreuves personnelles et professionnelles, mais resta toujours engagé envers sa passion pour l'opéra. Son parcours vers la célébrité fut tardif, mais sa persévérance est une source d'inspiration. Il laissa derrière lui 4 enfants, Michael, Jodie, Tim et Tess. Il était également connu pour son engagement communautaire, notamment en tant que bénévole dans des hospices pour malades du sida et dans des associations locales. La mort de Versal eut un profond impact sur le monde de l'opéra. Le Metropolitan Opera annula la représentation et baissa son rideau, un geste rare pour un lieu aussi prestigieux. Des hommages affluèrent du monde entier, saluant son talent et les obstacles qu'il avait surmontés tout au long de sa vie. L'ironie tragique de sa dernière performance et de la phrase qu'il chanta avant sa chute résonne comme un rappel poignant de la fragilité de la vie. Dommage que l'on ne puisse vivre si longtemps. Le 14 juillet 2024, en Chine, Pan Xiaoting, une influenceuse de 24 ans, se préparait pour ce qui allait tragiquement être son dernier livestream mukbang. Connue pour ses défis alimentaires extrêmes, Pan avait rassemblé une communauté fidèle qui se connectait avec enthousiasme pour la voir engloutir des quantités impressionnantes de nourriture. Ce jour-là, sa table était remplie de 10 kilos de nourriture, gâteaux au chocolat, fruits de mer et beignets de poulet frit. Des milliers de spectateurs étaient en train de regarder lorsque la diffusion a pris une tournure dramatique. Pan avait débuté modestement. Ancienne serveuse, elle avait découvert le mukbang, une tendance venue de Corée du Sud qui s'était rapidement propagée dans le monde entier. Le principe, filmer et diffuser en direct des repas en grande quantité tout en interagissant avec les spectateurs. D'abord, un simple passe-temps, la personnalité attachante de Pan et son audace à relever des défis extrêmes l'avaient rapidement propulsé sous les projecteurs. Son succès fut si fulgurant qu'elle quitta son emploi pour se consacrer entièrement à ses streams. Pour se démarquer dans ce milieu compétitif, elle loua un studio professionnel et investit massivement dans ses diffusions. Ses efforts furent récompensés. Ses fans inondaient ses lives de dons et de cadeaux, faisant d'elle l'une des mukbangeuses les plus populaires de Chine en 2024. Mais cette ascension fulgurante eut un coût élevé. Ses défis alimentaires devinrent de plus en plus extrêmes, s'étalant parfois sur 10 heures et impliquant des quantités colossales de nourriture. Sa famille s'inquiétait profondément pour sa santé et l'exhortait à ralentir. Ses parents remettaient en question l'intérêt de ses gains face aux risques qu'elle encourait. Mais Pan assurait qu'elle maîtrisait la situation. En coulisses pourtant, son état se dégradait. Elle avait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises pour des complications, notamment des hémorragies internes au niveau du système digestif. Malgré tout, elle continuait de repousser ses limites, poussée par l'attente de ses abonnés et l'attrait financier de ses vidéos. Le 14 juillet, Pan entama ce qui allait être son dernier livestream de 10 heures. Devant elle, une montagne de poulet frit, de plateaux de fruits de mer et de gâteaux au chocolat. Comme à son habitude, ses spectateurs l'encourageaient par des messages admiratifs dans le chat. Au début, tout semblait normal. Pan souriait et plaisantait avec son public tout en mangeant.
Mais, au fil des heures, les signes inquiétants apparurent. Son rythme ralentit, sa respiration devint lourde et son malaise se fit visible. Des spectateurs inquiets lui conseillèrent d'arrêter et de se reposer, mais Pan, déterminé, continua le défi. Soudain, en plein direct, elle s'effondra. Affolés, les spectateurs inondèrent le chat de messages paniqués, suppliant qu'on intervienne. Mais lorsqu'une équipe médicale arriva sur place, il était déjà trop tard. Pan fut déclarée morte sur les lieux. L'autopsie révéla les séquelles dramatiques de ses habitudes alimentaires extrêmes. Son estomac, étiré à l'extrême, s'était rompu, provoquant de graves complications internes. Les experts expliquèrent que l'absorption de quantités aussi massives de nourriture pouvait non seulement distendre l'estomac, mais aussi comprimer les vaisseaux sanguins et mettre le cœur à rude épreuve, augmentant le risque de crise fatale. Son historique de saignement interne avait encore aggravé la situation. La mort prématurée de Pan Xiaoting a relancé les débats sur les dangers de la culture du mukbang. À l'origine conçu pour offrir une sensation de convivialité aux personnes mangeant seules, le phénomène s'est progressivement transformé en un spectacle de surconsommation extrême. Les critiques dénoncent la glorification de comportements alimentaires dangereux. La Chine avait pourtant déjà pris des mesures contre ces excès. En 2021, le gouvernement avait mis en place une loi anti-gaspillage alimentaire, interdisant les contenus promouvant la suralimentation et sanctionnant les contrevenants. Malgré ces restrictions, de nombreux créateurs, dont Pan, avaient trouvé des moyens de contourner la réglementation en misant sur les diffusions en direct. Les spécialistes soulignent également les pressions psychologiques et physiques auxquelles sont soumis les influenceurs dans ce type d'environnement ultra-compétitif. Le psychologue Dr Andrew Harris explique que la quête de célébrité sur Internet pousse certains créateurs à dépasser leurs limites, mettant leur santé en danger. La diététicienne Cathy Lopez qualifie le mukbang de comportement nocif déguisé en divertissement, insistant sur ses lourdes conséquences médicales. L'annonce du décès de Pan Xiaoting a profondément bouleversé ses fans et la communauté en ligne. De nombreux abonnés ont exprimé leur tristesse et envoyé des messages de condoléances, tandis que d'autres ont critiqué la tendance du mukbang et son influence néfaste. Certains ont dénoncé l'absurdité de célébrer une telle consommation excessive dans un monde où tant de gens souffrent de la faim. Un internaute a décrit la situation comme une tragédie née de la pression du divertissement, tandis qu'un autre s'est interrogé « Pourquoi soutenons-nous des tendances aussi dangereuses ?» Zrenia appelant à y mettre un terme. L'histoire de Pan Xiaoting a déclenché un débat plus large sur la responsabilité des plateformes hébergeant ce type de contenu. Si certains plaident pour un renforcement de la régulation, d'autres estiment qu'une meilleure sensibilisation des créateurs et des spectateurs aux risques encourus est tout aussi cruciale. C'était le 15 avril 1984 à Westminster, Londres. Le comédien et magicien britannique Tommy Cooper, connu pour sa grande silhouette, son fée rouge et ses tours de magie humoristiques ratés, se produisait en direct dans l'émission Live from Her Majesty's au théâtre Her Majesty's Theatre. Une audience de 12 millions de téléspectateurs était devant son écran pour voir le spectacle. Le numéro de Cooper reposait sur son célèbre sketch de la cape magique, dans lequel il tirait une série d'objets surprenants de sa cape, chacun plus improbable que le précédent. L'animateur de l'émission, Jimmy Tarbuck, assistait Cooper en lui passant des accessoires depuis les coulisses, renforçant le comique du timing. Le public riait aux éclats alors que Cooper manipulait maladroitement les objets, fidèle à son style désordonné. Puis du soudain, Cooper tomba à genoux et resta assis, immobile. Les rires continuèrent, le public pensant que cela faisait partie de la routine. Mais dans les coulisses, son fils Thomas et le producteur de l'émission, David Bell, commencèrent à s'inquiéter. Cooper souffrait de problèmes chroniques au dos et son fils savait qu'il n'aurait pas choisi de tomber de cette manière. L'inquiétude gagna rapidement toute l'équipe. Alors que Cooper restait immobile, la diffusion fut interrompue par une publicité imprévue. Les membres de l'équipe se précipitèrent et le manager de Tarbuck tenta de tirer Tommy derrière le rideau. Tragiquement, l'artiste de 63 ans venait de subir un événement médical majeur devant des millions de spectateurs et ne se relèverait pas. Le spectacle devait néanmoins continuer. Les artistes suivants, les Denny et Dustin G, furent invités à poursuivre malgré leur choc visible. Ils montèrent sur scène avec prudence, laissant l'espace où Cooper s'était effondré intact, un souvenir que Dennis qualifiera plus tard de hantant. Pendant ce temps, Cooper fut rapidement transporté à l'hôpital de Westminster, où les tentatives pour le réanimer échouèrent. Il fut déclaré mort peu après son arrivée. Bien que la nouvelle officielle de son décès ne soit annoncée que le lendemain, la disparition soudaine de Tommy Cooper bouleversa le monde du divertissement.
Depuis les années 1950, il était une figure emblématique de l'humour britannique, célèbre pour son style chaotique mais attachant. Né le 19 mars 1920 à Glamorgan, au pays de Galles, son talent comique s'était révélé dès son service militaire où ses camarades riaient de ses tours ratés. Sa phrase emblématique « pas comme ça, devint le cœur de ses numéros comiques et dès 1952, son émission It's Magic l'établit comme une icône de la comédie. Bien qu'il apparaissait moins souvent à la télévision au début des années 1980, sa dernière performance dans Live from Her Majesty's devint célèbre pour sa fin tragique plutôt que pour les rires qu'elle avait suscités. Après sa mort, des questions furent soulevées sur ce qui aurait pu être fait pour éviter cette tragédie. Certains spéculèrent que son mode de vie avait peut-être contribué à ses problèmes de santé, Cooper étant connu pour son tabagisme et sa consommation d'alcool. Le rôle du public dans cette soirée fatidique posa également question. Leurs rires, croyant que sa chute faisait partie de son numéro, dissimulèrent l'urgence de la situation. Si l'on s'était rendu compte plus tôt, le spectacle aurait-il pu être interrompu pour permettre une intervention plus rapide? Ces interrogations non résolues continuent de hanter ceux qui étaient de présent et les téléspectateurs qui ont assisté à la scène chez eux. Pour la famille de Cooper, la perte fut extrêmement douloureuse. Sa femme Gwen et ses enfants, Victoria et Thomas, furent profondément marqués par sa disparition. Tragiquement, son fils Thomas décéda quelques années plus tard des suites de problèmes de santé, ajoutant une autre couche de chagrin à l'histoire familiale. L'influence de Tommy Cooper sur la comédie reste vivante. Son fait rouge et son humour unique sont toujours évoqués avec tendresse, symbolisant une époque d'un divertissement classique. De nombreux humoristes citent encore Cooper comme une source d'inspiration. Bien que ses derniers instants aient été tragiques, son héritage continue de faire sourire les spectateurs. Sa dernière performance est un rappel de l'imprévisibilité de la vie. Une soirée commencée dans la joie et les rires s'est terminée par une perte tragique gravée dans l'histoire de la télévision. Nous sommes le 13 juillet 2024 à Salinopolis dans l'état du Pará, au Brésil. R.S. Sasaki, chanteur de rock âgé de 35 ans, se produisait à l'hôtel Solar. Plus qu'un simple chanteur, R était également architecte avec une passion profonde pour la musique. Depuis 2017, il donnait des concerts à travers le Pará, construisant un public fidèle. Ce soir-là, ses fans étaient ravis de le voir offrir une performance énergique. Cependant, au cours du concert, un événement inattendu s'est produit. Un fan, trempé pour des raisons inconnues, est monté sur scène et a enlacé R.S. Cela a provoqué un dysfonctionnement d'un câble électrique à proximité, entraînant une décharge électrique fatale pour R.S. Les efforts pour le sauver ont été vains et il est tragiquement décédé sur scène. Ce qui avait commencé comme un concert festif s'est transformé en une scène de panique et d'horreur. Originaire de Belém, capitale du Pará, R avait travaillé dur pour se faire une place dans la scène musicale, allant jusqu'à ouvrir pour le célèbre groupe hardcore de São Paulo. Pour lui, la musique n'était pas qu'un métier, c'était une passion qu'il partageait avec ses fans, ses amis et sa femme, Mariana. Le couple était marié depuis seulement 11 mois avant cette perte soudaine. Mariana, infirmière de profession, avait toujours soutenu R dans ses projets. Ils partageaient souvent des moments de leur relation sur les réseaux sociaux. En octobre de l'année précédente, RS avait publié une vidéo de leur mariage accompagnée de la légende « L'éternité nous attend, mon amour ». Ce message résonne aujourd'hui comme un poignant rappel de leur brève histoire ensemble. Suite à cet incident, la police locale de Salinopolis, en collaboration avec la police civile du Pará, a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes du décès d'R. Bien que la cause de la mort, électrocution, soit évidente, les circonstances entourant la présence du fan trempé sur scène restent floues. Des témoins ont été entendus et des experts ont été appelés pour examiner les lieux. L'hôtel Solar, où s'est déroulé le drame, a publié une déclaration le lendemain du décès d'R. Ils ont exprimé leur profond regret et se sont engagés à soutenir pleinement la famille d'R. L'établissement a également promis de coopérer avec les autorités pour faire la lumière sur cet incident. La mort d'R. a bouleversé la communauté musicale brésilienne. Les hommages ont afflué de la part de fans, d'amis et de collègues musiciens. Adriano Freitas, un ami proche et chanteur, a décrit R. comme un homme super charismatique, au talent remarquable. R. était apprécié pour ses longues performances, jouant même une fois pendant 12 heures d'affilée lors d'un concert privé à la demande de ses fans. L'humoriste Nato Almeida, qui avait partagé la scène avec R, se souvient de lui pour sa gentillesse et son talent. Almeida a déclaré « R restera dans les mémoires pour sa présence scénique incroyable et son cœur véritablement bon. Il était toujours poli et laissait une impression positive sur tous ceux qui avaient la chance de le connaître. » Le cinéaste Rafael Macedo a publié un hommage émouvant sur Instagram, se remémorant leurs années d'université et les innombrables souvenirs qu'ils avaient partagés.
C'est encore difficile à croire, a écrit Macedo. Nous avions tant d'années d'amitié, et je suis reconnaissant d'avoir fait partie de son parcours. Nous avons partagé d'innombrables moments de joie, et ces souvenirs resteront à jamais. Les fans ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a écrit « Repose en paix, parti bien trop tôt. Amour et prière pour sa famille ». Un autre a commenté « Ta musique vivra pour toujours. Paix et amour éternel ».